Pop Production presents un acteur incroyable, des effets spéciaux explosifs, une bande-son originale, la petite histoire d'économiste. Pour sauver l'économie, il doit être en crise. Bon, alors les années 20, les années 20 c'était cool, puis arrive la crise financière en 1929, là c'est beaucoup moins cool, puis cette crise financière se convertit en crise économique mondiale, c'est carrément nul à chier. Alors, pour faire face à cette crise économique mondiale, on a changé notre manière d'appréhender les politiques économiques, c'est-à-dire que l'on est passé d'une doctrine économique qui était le laisser-faire, où on disait « bon l'État, faut pas qu'il intervienne dans l'économie, sinon il va tout casser », à, au contraire, une doctrine économique interventionniste qui est de dire en fait l'économie elle est tout cassée, il faut que l'État vienne réparer. Et ce changement est très remarquable aux États-Unis dans un premier temps où on est passé en 1933 d'un président plutôt patron interventionniste comme Hoover à un président qui se fait élire sur un programme interventionniste avec le New Deal de Roosevelt en 1933. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces changements de vision de politique économique est très influencé par ce qu'il se passe dans le milieu académique, dans les universités. Alors pourquoi les universités? Encore un coup des woke. Alors donc calme-toi Jean Célestin, rassis-toi, ça va bien se passer. Parce que à l'université, dès les années 1920, la doctrine économique du laisser-faire est très fortement critiquée, notamment par un petit personnage pas du tout connu qui s'appelle John Maynard Keynes, qui lui-même d'ailleurs en fait va se trouver à Cambridge, là où le courant néoclassique porteur de la doctrine du laisser-faire a établi un peu son repère, on va dire. Cette doctrine va être aussi très critiquée par un autre économiste qui va publier pas mal d'articles, c'est Michal Kalecki, qui lui se trouve en Pologne et va beaucoup écrire dans les années 20. Et ce qui va se passer, c'est que, avec la crise de 29 et surtout le désastre économique d'après-crise, les économistes porteurs de cette doctrine du laisser-faire vont perdre toute crédibilité, laissant un boulevard, sur le plan intellectuel et sur le plan politique, à une nouvelle doctrine, la doctrine économique du plein emploi. Et alors cette doctrine économique du plein emploi, elle va remplacer le vide laissé par les économistes porteurs de la doctrine économique du laisser-faire en installant leur QG à Cambridge. Donc Cambridge, à partir des années 30, va devenir l'université la plus influente sur le plan académique en économie. Et cette doctrine du plein emploi, elle est portée donc bien évidemment par John Maynard Keynes, mais par d'autres économistes aussi, qui sont par exemple Piero Sraffa, Nicolas Kaldor et Joan Robinson. Et un autre économiste, mais qui lui du coup n'est pas à Cambridge, mais qui va avoir de bonnes relations avec ces trois économistes notamment, c'est Michal Kalecki. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'analyse, cette fois en 1943, donc on fait un bond dans le temps, d'un article qui s'intitule Political Aspects of Full Employment, donc les aspects politiques du plein emploi, publié par Michal Kalecki dans la revue Political Quarterly. Et l'objectif de cet article publié par Michal Kalecki, c'est de faire le bilan, en 1943, le bilan de l'application de cette doctrine du plein emploi, qu'est-ce qu'elle implique en termes de changements politiques, économiques et sociaux. La doctrine économique du plein emploi fait l'analyse que structurellement, dans une économie capitaliste marchande, il y a une sous-utilisation des ressources. Autrement dit, il y a une surproduction dans l'économie capitaliste. On produit plus que ce qui est consommé. Or, vu qu'on produit plus que ce qui est consommé, finalement, la sphère productive n'a pas besoin d'embaucher plus de main-d'œuvre. Ce qui fait que l'on peut dire que l'économie capitaliste et marchande est une économie qui a une sorte d'équilibre où à la fois il y a plus de production que de consommation et à la fois il y a du chômage, un chômage qu'on appelle involontaire, dans le sens où même si les gens veulent travailler, vu qu'on produit déjà plus que ce qui est consommé, en fait on peut pas travailler. Il y a un chômage involontaire. Et ça c'est le point de départ de l'analyse de la doctrine économique du plein emploi. Et donc, pour pallier à ce déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens et services qui entraîne une sorte de chômage involontaire, ce que dit la doctrine du plein emploi, c'est qu'il faut dépenser plus. Et il existe un agent économique qui a les moyens de dépenser plus, c'est l'État. Ainsi, toute l'idée de la doctrine du plein emploi, c'est qu'on peut atteindre le plein emploi si et seulement si l'État intervient, c'est-à-dire si l'État dépense de l'argent, car on a un problème de manque de dépenses d'argent en fait dans une économie capitaliste et marchande.
Donc vous imaginez bien qu'une théorie qui arrive qui dit en fait le chômage de masse que l'on a actuellement dans les années 30 c'est quelque chose de structurel à l'économie capitaliste et nous, les économistes porteurs de la doctrine du plein emploi, on a une solution à ça, et tout de suite ça va percuter dans le débat public et ça va être pris en charge par les politiques eux-mêmes et notamment avec Roosevelt. Et alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment l'État, en tant qu'agent économique, il fonctionne. Bon, alors déjà, dans un premier temps, on peut se demander c'est quoi les dépenses de l'État, de cet agent économique. Bien, les dépenses, dans un premier temps, vous avez tout ce qui est subvention à la consommation, donc là c'est tout ce qui est aide sociale, donc RSA, APL, et en deuxième type de dépenses, vous avez tout ce qui est investissement, donc en gros, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, genre routes, autoroutes, chemins de fer, etc. Et la question qui vient ensuite, c'est que, ok, il dépense, mais maintenant, comment il finance ses dépenses? Alors là, soit vous avez les taxes et les impôts, donc les taxes, c'est genre tout ce qui est TVA, impôt sur le revenu, et fut un temps l'ISF, mais bon, il a mystérieusement disparu. Et vous avez aussi, comme autre moyen de se financer pour l'État, l'emprunt. Et là, en fait, l'emprunt, il contacte d'autres institutions financières, comme par exemple la Banque centrale, ou alors il va sur les marchés financiers, et il trouve des financements comme ça. Et alors, la question qui vient ensuite, c'est comment ces dépenses publiques permettent de résorber le chômage. Alors pour ça, il faut comprendre le fonctionnement de l'économie du point de vue de Michel Kalecki et du point de vue des économistes porteurs de la doctrine du plein emploi. Disons que la variable la plus importante dans cette doctrine, c'est la demande effective. La demande effective, c'est tout simplement l'ensemble des dépenses effectuées par les agents économiques dans une économie donnée. Donc ça correspond exactement à la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Et cette demande effective, en fait, elle va déterminer le niveau de production par anticipation. Alors imaginez, vous êtes un patron, tranquille. Petit patron, vous vendez du chocolat. Et là, comme par hasard, on arrive à la meilleure période, la période de fin d'année avec Noël. Et à Noël, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent bouffer du chocolat. Parce que leur vie est nulle. Et quand la vie est nulle, on bouffe du chocolat, évidemment. Donc vous anticipez plus de consommateurs de chocolat. Vu que vous avez plus de consommateurs, vous allez devoir répondre à cette demande. Et pour faire ça, vous allez embaucher des gens qui vont vous permettre de produire plus de chocolat. Et vu que vous avez embauché des gens, vous avez résorbé le chômage. Bravo, félicitations. Pour l'investissement, un peu même histoire. Vous êtes toujours patron, mais là, patron de grosse boîte, on va dire. Et vous voulez augmenter la productivité de vos salariés. Les salariés, ils sont un peu mous du slip, quoi. Et pour faire ça, vous allez investir dans des super canapés incroyables, super flex. Pour investir dans ces canapés, vous avez besoin d'acheter à une autre entreprise qui produit des canapés. Comme ça, vous achetez ces nouveaux canapés. Vos salariés, ils sont mieux. Et donc, vous exploitez vos salariés, mais de manière plus confortable. Et ça, c'est cool quand même. Au final, dans cette doctrine, on voit bien que la demande effective, c'est ce qui va impacter directement la production et donc, ensuite, va impacter le niveau de chômage. Et alors, les dépenses publiques, j'ai dit, les dépenses publiques, elles boostent soit la consommation des ménages, soit l'investissement. Et donc, finalement, la dépense publique booste les dépenses effectuées dans une économie et donc, à la fin, les dépenses publiques permettent effectivement de résorber le chômage. Alors ce que nous dit Kalecki, c'est que même en 1940, beaucoup de personnes sont très critiques vis-à-vis de la doctrine du plein emploi. Elles sont très critiques vis-à-vis du fait que l'État devrait intervenir dans l'économie directement pour résorber le chômage. Or, je le rappelle, la grande question sociale de cette époque, c'est la question du chômage, notamment après la crise de 29. Et donc il a bien fallu trouver des réponses politiques pour endiguer ce taux de chômage qui n'arrêtait pas d'augmenter. Et ça a en partie réussi. Mais ce qui a notamment montré l'efficacité de la politique de plein emploi, c'est littéralement l'entrée en Seconde Guerre mondiale. L'entrée en Seconde Guerre mondiale a poussé tous les pays à utiliser tous les moyens de production possibles, donc toute la main-d'œuvre disponible, pour produire, ce qui a permis évidemment d'augmenter la production de tous les pays et de résorber le chômage à son plus faible niveau. Kalecki, lui, va nous préciser que les personnes qui critiquent la doctrine du plein emploi sont les fameux experts économiques. Alors j'imagine que c'est à peu près les mêmes experts économiques que l'on trouve sur BFM TV par exemple, qui nous disaient en 1940 que cette doctrine du plein emploi n'est pas bonne. Et en fait, ce que dit Kalecki, c'est que ces personnes, ces fameux experts, sont très reliés au secteur bancaire et productif. Bien évidemment, ce ne sont pas des personnes qui sont reliées aux groupes de chômeurs qui sont apparus dans les années 30 aux États-Unis. Et cette connivence de ces fameux experts économiques avec le secteur bancaire et industriel fait dire à Kalecki que, en fait, la critique de la politique du plein emploi, c'est en fait une critique qui est surtout teintée de mauvaise foi. Alors, il sort la punchline suivante, vous la prenez comme vous le voulez. L'ignorance obstinée est généralement une manifestation de motivation politique sous-jacente.
En somme, ce que nous dit Kalecki, c'est que oui, théoriquement, économiquement, il est possible pour une économie d'atteindre le plein emploi. Mais peut-être que la question ne se situe pas là. La question c'est, est-ce que politiquement, il est souhaitable d'atteindre le plein emploi ? Pour justifier cette question du politiquement souhaitable du plein emploi, Kalecki rappelle que lorsque Theodore Roosevelt et le Front populaire sont arrivés au pouvoir, ils ont cherché à mettre en application cette doctrine du plein emploi. Sauf qu'ils ont dû faire face à des critiques extrêmement fortes de la part des propriétaires capitalistes et de la part de toute une élite intellectuelle. Je rappelle, en France, une partie de l'élite intellectuelle disait plutôt Hitler que Léon Blum. Et bien en fait, ça vient de ces critiques de ce moment-là de la prise de pouvoir du Front populaire. Le seul pays qui finalement va mettre en place cette doctrine du plein emploi mais qui ne va pas recevoir de critiques, c'est Adolf Hitler. On le verra pourquoi plus tard. Pour Kalecki, cette opposition à l'interventionnisme de l'État pour résorber le chômage, elle n'est pas simple à expliquer. Et elle ne peut pas s'expliquer économiquement. Pourquoi ? Parce que des propriétaires capitalistes ne peuvent pas être contre leurs propres intérêts. Je m'explique. Lorsque l'État intervient dans l'économie pour relancer l'économie et résorber le chômage, il met de l'argent finalement dans l'économie en circulation. Ce qui fait que ça va augmenter les taux de profit des capitalistes. Donc économiquement, les patrons des entreprises ont tout à gagner à une telle politique. Par conséquent, la critique et la motivation de la critique de l'interventionnisme de l'État ne se situent pas sur le plan économique. D'ailleurs ça, on le voit à l'époque et on le voit encore aujourd'hui. Lorsque les économies rentrent en récession, par exemple, vous avez le MEDEF aujourd'hui qui va dire et demander à l'État, vite, go investir de l'argent, go nous aider, go mettre des aides aux entreprises, go mettre des crédits d'impôt, etc., etc. Et c'est pareil pour l'époque. À l'époque, quand les économies sont en récession, le patronat n'est pas contre l'intervention de l'État pour faire face à la récession économique. Et alors, Kalecki nous propose 3 explications plausibles pour expliquer pourquoi le patronat est réticent au plein emploi financé par les dépenses publiques. La première explication, c'est que le patronat n'aime pas l'interférence de l'État dans les affaires privées. Alors pourquoi ? Parce que dans un système de laisser-faire, les patrons, ils ont un pouvoir de contrôle indirect sur l'économie. En effet, dans un système de laisser-faire où l'État n'intervient pas, ce sont finalement les patrons qui vont décider un peu du taux de chômage. Je rappelle, le taux de chômage dépend direct du niveau de production. Et si les chefs d'entreprise ne sentent pas en confiance vis-à-vis de la perspective économique de l'économie, alors ils vont se dire « non, c'est mort, j'embauche pas ». Et là encore, on peut repenser un peu plus récemment au MEDEF qui disait « allez l'État, fais-nous plein de cadeaux, et on va embaucher 1 million de personnes ». Bah, c'est un peu pareil. Dans un système de laisser-faire, ce sont les patrons qui vont décider du niveau de chômage dans l'économie. Or, si l'État se met à intervenir directement dans l'économie et qui va chercher à maintenir le plein emploi sur du long terme, eh bien finalement, les patrons perdent ce pouvoir de contrôle indirect. La deuxième explication plausible pour expliquer les réticences des chefs d'entreprise pour le plein emploi financé par les dépenses publiques vient de la direction des dépenses publiques elles-mêmes. La direction des dépenses publiques, c'est soit l'investissement public, soit la subvention aux consommations. L'investissement public, ça fait peur aux chefs d'entreprise parce qu'il peut y avoir un risque de nationalisation. Or, la nationalisation, c'est la dépossession des moyens de production des chefs d'entreprise. D'accord ? Les chefs d'entreprise possèdent des moyens de production. Or, si l'État nationalise, il ne possède plus les moyens de production. Et ça fait peur. La réticence concernant la subvention à la consommation, elle vient plutôt d'un aspect moral du capitalisme. Une grande morale du capitalisme, c'est que tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front. Espèce d'assisté de merde. Donc du coup, il ne faut pas que l'État aide les consommateurs à avoir plus d'argent. Il faut qu'ils travaillent plus pour qu'ils aient plus d'argent. Et enfin, la troisième explication plausible pour expliquer les réticences des chefs d'entreprise au plein emploi financé par les dépenses publiques, et c'est sur cette dernière qu'on va s'attarder un moment, c'est le fait que les chefs d'entreprise n'aiment pas le changement social et politique qui peut être engendré par une politique du maintien du plein emploi, et Kalecki appuie beaucoup sur ce terme « maintien du plein emploi ». Mais alors, ce serait quoi l'effet à long terme d'un maintien du plein emploi dans une économie ? C'est quoi l'effet notamment politique de ce maintien ? Tout simplement, si vous êtes en plein emploi, ça veut dire que vous n'avez plus de licenciement. Ça veut dire finalement que l'outil disciplinaire qu'ont les patrons, qui est le licenciement, eh bien, ils ne l'ont plus, ils ne marchent plus. Pourquoi ? Parce que si vous êtes licencié, c'est pas grave, vous retrouvez un travail demain.
Et ça change beaucoup de choses, notamment dans votre rapport à l'entreprise. Par exemple, vous cherchez à augmenter votre salaire ou vous cherchez à améliorer vos conditions de travail, pas de souci, vous allez voir le patron, vous dites « Coucou patron, je voudrais un meilleur salaire, je voudrais des meilleures conditions de travail. » Et là, il vous dit « Oui, je n'ai pas le choix de vous les offrir, sinon vous partez dans une autre boîte. Et si vous partez dans une autre boîte, je produis moins, et donc je fais moins de profit. Du coup, je perds, donc je vais tout accepter à ce que vous dites. » Et voilà, vous êtes le roi du monde quand vous êtes en plein emploi. Or, s'il y a du chômage, vous arrivez, vous dites « Coucou patron, je veux avoir plus de salaire et des meilleures conditions de travail. » Il vous dit « Va te faire foutre, prends la porte et ferme ta gueule. » Et ce que nous dit Kalecki finalement, c'est que les capitalistes, les chefs d'entreprise ont très bien intégré en eux cette importance du chômage. Pour les capitalistes, c'est normal qu'il y ait du chômage et il faut qu'il y en ait. Ça leur permet de garder leur pouvoir de contrôle indirect ou direct sur l'état de l'économie. Mais alors, la dernière question que l'on peut se poser, que va se poser Michel Kalecki en ce texte, c'est de savoir s'il est finalement possible, dans une économie et dans un pays, d'avoir une politique de plein emploi effective sans rencontrer une vive opposition et une vive critique de la part du camp capitaliste. Et ce que nous dit Michel Kalecki, en exclusivité pour vous sur Econopop en 2021, c'est que oui, c'est finalement possible, c'est une réalité historique, et c'est l'Allemagne nazie d'Hitler. Bim! Bon, j'espère que vous êtes super content d'apprendre que le plein emploi, finalement, c'est possible sans réticence des capitalistes. Bravo au régime nazi d'avoir accompli cette merveille. Alors finalement, la question qu'on peut se poser au final, c'est de savoir pourquoi le régime nazi n'a pas rencontré de réticence de la part des capitalistes. Alors pour le premier point, c'est que le jugement négatif qu'ont les capitalistes sur les dépenses publiques, ici il disparaît parce que le gouvernement nazi, c'est un partenariat entre des hauts capitalistes allemands et des hauts dignitaires du parti nazi. Deuxièmement, il y a aussi l'effet autoritaire du parti nazi. L'effet autoritaire, il est très simple. C'est que dans une démocratie, vous avez des élections. Et les élections, c'est chiant, parce que les élections, ça entraîne parfois un changement de gouvernement. Et qui dit changement de gouvernement, dit changement de politique économique. Or, avec le parti nazi, vous n'avez pas de changement. Du coup, on reste dans une stabilité. Et ça, c'est important. Alors, c'est important pour plein de raisons, mais déjà, il y a deux raisons évidentes. Déjà, vous n'allez pas avoir de changement de politique fiscale, parce que la fiscalité, ça fait peur. Et vous n'allez pas non plus avoir un changement de politique économique sur des secteurs économiques particuliers. Par exemple, vous n'aurez pas de parti écolo qui va arriver et qui va vous dire « Bon, les gars, vos activités polluantes, on les arrête, on passe à autre chose. » Alors, mesdames, messieurs, de là à dire que des chefs d'entreprise et qu'une économie de marché se contenterait mieux d'un régime autoritaire que d'un régime de démocratie libérale, oh là là, loin de moi de penser ça. Bonjour les électeurs de Macron, nonobstant. Et au final, le plus important, c'est que le régime nazi, quand il arrive au pouvoir, il va interdire le parti communiste et il va aussi supprimer le syndicalisme, ce qui veut dire que le parti nazi, quand il arrive au pouvoir, il va détruire toute possibilité de contestation sociale. Ce qui veut dire qu'avec le parti nazi, il n'y aura pas de possibilité de changement d'ordre économique. Et ça, c'est une bonne chose pour les chefs d'entreprise. En somme, le parti nazi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il remplace la pression économique du chômage qui est exercée par les capitalistes sur les travailleurs et travailleuses pour la remplacer par de la pression qui n'est que purement politique. Oui, bonjour. Bon, ça me permet juste de passer dans ma vidéo. C'est juste pour vous dire que du coup, ce premier thème abordé sur cette chaîne, chômage, état, fascisme, thème très joyeux, je vais le conclure en janvier avec une vidéo d'ouverture et de conclusion. Je me permets aussi de m'excuser pour la qualité sonore du micro, notamment dans cette vidéo, parce que j'ai merdé mon réglage audio. Et puis, bonne fête de fin d'année, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, genre est-ce que vous trouvez les Shiba trop mignons, est-ce que vous mangez du chocolat aussi quand votre vie est nulle. Voilà, et sur ce, bonne fête de fin d'année, puis à plus dans le bus.